Bonjour à tous les amis, voici les clés de ce Ford Kuga. Pas comme les autres puisqu'il s'agit de la motorisation FHEV, une motorisation hybride capable de dépasser clairement les 1000 km d'autonomie. Oui, vous avez bien entendu, 1000 km d'autonomie. Je vais vous expliquer un petit peu dans cette vidéo comment on peut atteindre autant de kilomètres avec une version hybride. Bon les amis, je me suis mis en mode sport. Bon, je sais, la voiture n'est pas faite pour être en mode sport, mais il y a un mode sport, donc on va quand même l'exploiter. Allez, c'est parti, on va voir tout ça. Salut à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour cet essai Ford Kuga. Alors, allez, on commence par le tour du propriétaire. On est sur une finition vignalée, donc il y aura quelques éléments esthétiques qui vont se différencier des finitions Esteline ou Titanium. On commence par la partie avant. Et c'est une partie qui s'est un petit peu européanisée quelque part, puisque fini les Ford Kuga des anciennes générations, assez statutaires, assez carrés, assez border, assez méchants, qui ressemblent vraiment à des micro-SUV américains. Là, plus du tout. C'est un mélange de Ford Mondeo, même si elle va nous quitter prochainement, et un mélange aussi du petit frère, le Ford Puma. Alors on est sur ici des feux en forme d'amande, très joliment dessinés. D'ailleurs vous allez voir que l'avant contraste beaucoup avec l'arrière. Et puis cette finition vignalée, je vous le disais, c'est un peu le haut de gamme. Et chez Ford, pour souligner ce haut de gamme, ils vont abuser et abuser et abuser et encore abuser de chrome. Alors, on n'en a pas partout, on a ces espèces de vagues sur la calandre en chrome, ce qui est plutôt pas mal. On a ces éléments aussi en chrome, et on a voilà, tous les capteurs avant, arrière, bref, il y en a partout. Alors c'est quand même un SUV compact, mais qui reste quand même assez imposant. On est sur 4,60 m de longueur, donc il en impose. Pour se garer, ça reste encore faisable. Je vous assure qu'avec la caméra de recul et les divers équipements qu'il compose, vous allez quand même vous garer assez facilement. Et puis alors, quelque chose qui me perturbe un peu, moi, vous savez, c'est les petites roulettes. Ça a beau être du 18 pouces sur ces jantes, bon, on a des flancs qui sont assez épais, donc ça, c'est plutôt pas mal. Quand tu te prends des trottoirs, ça évitera d'esquinter les jantes. Mais ça fait petit quand même, pourtant c'est quand même du 18 pouces. On a aussi des encadrements de fenêtres en chrome. Alors vous avez vu, le joint de chrome, il est, il est épais quand même. Ouais, je trouve qu'ils ont un petit peu abusé sur ça. On a des barres de toit ici en aluminium. On a des vitres aussi surteintées, qui sont spécifiques à cette version vignalée. Peut-être parler aussi du prix pendant qu'on arrive sur l'arrière. Le prix de ce beau bijou sans option, c'est 44 000 € et avec option, c'est 47 500 €. Ça commence à peser dans la balance, mais je vais vous expliquer pourquoi. On termine sur cette petite partie arrière que j'aime beaucoup. Alors je vais allumer les feux arrière. Attendez. Oh là, il y a de l'ambiance ici. Ok, tiens d'ailleurs, regardez. Petit détail pour éviter d'abîmer les portières, vous avez ce fameux protège-porte. On est sur la partie arrière, une partie arrière qui contraste finalement avec l'avant. On était sur un avant, souvenez-vous, un peu doux, un peu stylé. Et on est sur un arrière qui est complètement massif. Là, on est plutôt sur un esprit SUV américain. Alors on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'il en impose, surtout à l'arrière. Et surtout avec ces deux sorties d'échappement chromées, ce sont des vrais. On va regarder tout de suite. Hop, vrai et vrai. Bon, la petite particularité sur toutes les versions vignalées, que ce soit sur le Kuga, la Mondeo ou etc. Ils ont l'habitude de marteler, si vous voulez, le nom de la finition ici sur le coffre au lieu de mettre le nom du modèle. Bon, voilà.
Allez, c'est parti. Allez, on a ici des sièges en cuir. Alors, sièges en cuir de bonne qualité, de bonne facture et d'ailleurs très confortable. On est sur un réglage électrique uniquement du siège conducteur. Ok. Et puis on est sur un intérieur avec cette petite signature un peu partout Vignale. Alors vous avez le pack hiver. Le pack hiver va vous permettre d'avoir les 5 places chauffantes, on va dire 5 sièges chauffants, ça c'est plutôt pas mal. Alors je vous donne mon avis un petit peu à l'intérieur sur ce Ford Kuga. Alors je vous le disais, c'est un intérieur, on va dire, assez austère quelque part. Il y a eu quelques efforts de fait quand même de la part de chez Ford. On a essayé de simuler une surpiqûre, on a essayé de travailler un peu ce tableau de bord pour donner un peu plus d'élégance. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt réussi dans l'ensemble, mais on a des petits inserts de faux bois. C'est dommage parce qu'on pourrait même croire qu'il y a eu une espèce de produit qui a été un petit peu étalé comme ça sur la planche de bord. C'est en fonction de la lumière, ça peut être beau, mais je pense qu'ils auraient dû éclaircir ce faux bois pour vraiment qu'on comprenne que ce soit du faux bois ou du bois quelque part. Ici, on a un traitement des contreportes avec cet effet 3D. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais ça a le mérite d'exister. Voilà, on sent l'effort qu'a fait Ford à travers ce Kuga. Et puis si vous comparez cet intérieur avec les anciennes générations, ça n'a plus rien à voir. Voilà, les ajustements sont quand même plutôt bien dans la catégorie. Honnêtement, c'est pas mal. Moi, vous savez, j'apprécie énormément les boutons. Il y en a partout. On a les sièges chauffants, le volant chauffant. On a même la caméra de recul, 360 je crois. Ça, je crois que c'est une option, la caméra 360. Mais la caméra 180 degrés, c'est de série. Et puis on a tout un panel de... Alors on a aussi ce volant spécifique, je crois, à la version Vignale. On a ces petits raccords qui font que c'est vrai qu'on ne trouvera pas ça sur une allemande. On a tendance à plus ajuster la portière, le niveau de la portière avec la planche de bord. On lui pardonnera, on est quand même sur une voiture généraliste. Derrière le volant se cache un écran digital, full digital. On est à peu près sur 12,8 pouces. Ici on est sur un écran central de 8 pouces où la navigation est assez simple. On est sur un système Sync niveau 3 je crois, donc pas mal. On va mettre ça, ce petit schéma, vous allez voir, vous allez vite comprendre. Là, le moteur thermique recharge les batteries. Ça c'est plutôt pas mal pour qu'on puisse après redémarrer en 100% électrique. Affichage tête haute, c'est plutôt aussi efficace. Je vous le disais, ce Ford Kuga a tous les équipements de série pour rouler tranquille, confort. C'est vraiment le point fort de ce Ford Kuga. Il faut dire qu'il faudra quand même débourser 44 000 € pour s'offrir ce modèle avec cette finition haut de gamme. Je continue un petit peu le tour de l'intérieur avec cette boîte à gants. Alors elle n'est pas super immense, je m'attendais à un volume plus élevé, surtout quand je vois la découpe de la boîte à gants. Bon, écoutez, pareil pour les portières. Les rangements de portières, on peut mettre quand même une bouteille, mais ils sont pas super profonds. Voilà. Ici à gauche, on a les boutons pour régler les différents niveaux de lumière, mais tout se fait automatiquement. On a le haillon électrique. Ici, on a le coffre. On a, je crois, à l'intérieur 10 haut-parleurs, Bang & Olufsen. Vous allez comprendre qu'à bord d'une hybride, le silence règne à bord, donc autant avoir une bonne qualité du système audio embarqué. Voilà. Alors, ici, on a un chargeur à induction. On a 2 prises USB, c'est pas du USB-C. On a une prise 12 volts qui est cachée juste ici. Il y en a une aussi dans le coffre. On a le sélecteur de vitesse qui est plutôt bien intégré, qui est plutôt facile à prendre en main, qui est plutôt bien ajusté au niveau des matériaux. C'est assez agréable à prendre en main, très facile je trouve. Ensuite on a le frein de parking, les différents modes de conduite. Regardez, hop, je suis sur le mode normal, le mode éco, le mode sport, le mode faible adhérence. Ça c'est plutôt pour ceux qui habitent dans des conditions extrêmes. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? Neige, sable profond. Voilà. Alors sachez que les amis, ça reste un 2 roues motrices. On n'est pas sur un 4 roues motrices, même s'il en existe un. Ça a le mérite d'exister. Au moins on pourra ranger 2-3 petites bricoles, comme un ballon par exemple. Bon, il n'y a pas de recharge là-dedans. Voilà. Bon les amis, on va passer au point habitabilité. On sait que c'est un SUV familial et le plus important pour vous, c'est les places. Je le sais, allez venez, suivez-moi. Alors on va s'installer à l'intérieur. Vous pouvez voir que c'est pas mal. Déjà, regardez, intérieur cuir. Fini d'être à la place du conducteur, je vais mettre à l'arrière comme un enfant. Et je peux vous garantir que déjà, j'ai pas mal de place. Le plus important, c'est ça, regardez.
banquette coulissante, ça permettra d'avoir soit de l'espace à l'avant ou bien d'augmenter la capacité du coffre. Siège chauffant s'il vous plaît. Prise USB-C et USB, donc vous avez deux prises pour recharger vos téléphones si vous en avez besoin. Et je peux vous garantir qu'il y a quand même de la place à l'arrière. Voiture familiale, je vous le disais, avec un léger tunnel de transmission. Il est vraiment léger, il n'est pas aussi proéminent que sur certains d'autres modèles, comme par exemple le Volkswagen Tiguan. Et regardez, là je me mets sur la place du milieu, la place sur laquelle normalement je serais normalement puni, et quand même ça reste, ça reste acceptable sur quelques centaines de kilomètres. Mais c'est vrai que le dossier est un petit peu dur, donc je reviens juste sur les places comme ça à l'arrière pour vous dire que honnêtement les passagers arrière seront vraiment installés confortablement, ça je vous le rassure. On va passer sur le coffre. Le coffre, je vous le disais, haillon électrique, ça c'est pratique. On a en théorie 400 litres de volume de chargement lorsque la banquette est à son maximum. La petite trappe magique, regardez, attention, hop, voilà, et alors l'autre, et lui, voilà, et là vous bénéficiez non pas de 581 litres de volume de chargement, mais de 1481 litres de volume de chargement. Et moi normalement, si je suis assez fort, ça fonctionne. Voilà, et là ça fonctionne. Alors, sous le capot, surprise les amis, il n'y a pas de vérin. Donc je vais commencer à faire de la musculation. Donc voilà, surprise déjà, petites économies de fait sur le capot. C'est vrai que chez les Allemands on est habitué à avoir déjà un vérin. Alors, sous ce capot se cache déjà un moteur thermique. On est sur un moteur 4 cylindres. Le 2,5 litres Duratec, c'est un pur atmosphérique, il n'y a pas de turbo ou quoi que ce soit, rien du tout, ce qui va peut-être garantir un gage de fiabilité dans le temps, à voir. Le moteur thermique fait 150 chevaux et le moteur électrique, donc associé à ce moteur thermique, fait 125 chevaux. Donc on est loin des 190 chevaux annoncés par Ford. D'ailleurs, il sera toujours difficile de pouvoir cumuler la puissance thermique et la puissance électrique, ça vous le savez bien. Donc voilà, allez, on ferme le capot. Voilà, désolé pour le bruit. Et tout ça pour vous dire qu'on a une toute petite batterie qui est logée sur la partie arrière. Ok, en dessous on a une petite batterie de 1,1 kWh, ce qui permettra de rouler en full électrique entre 2 et 3 km/h. Vous allez me dire, ça sert à rien. Eh ben non, j'ai envie de vous dire, je vais vous démontrer à travers l'essai quand je serai au volant que finalement cette petite batterie arrive à faire des miracles puisqu'elle se recharge et se décharge quasiment tout le temps. Sur 30 km de ville, j'ai pu rouler à peu près 14 km en électrique. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Allez, on démarre. Hop, alors boîte ICVT, alors c'est une boîte qui s'est améliorée par rapport aux anciennes générations. Alors là je démarre en électrique, on démarre toujours en électrique, en hybride. C'est parti. Dans un silence très confortable, moi j'adore cette voiture, puisque vraiment, t'as pas envie vraiment d'appuyer à fond sur l'accélérateur, c'est vraiment une conduite coolée, une conduite zen. Et alors je reparle un petit peu de cette boîte, cette fameuse boîte CVT. On a l'impression que des fois ça patine un petit peu dans le vide. C'était ce qu'on pouvait lui reprocher. Je vous avais fait une vidéo sur cette fameuse boîte CVT. C'était bien entendu sur la Mondeo hybride, qui reprend à peu près le même système. Là ils l'ont amélioré, ça s'appelle iCVT. En fait elle va simuler le passage des rapports pour éviter d'avoir cette sensation que ça patine en permanence. Donc c'est vrai que ça a l'avantage d'être super fiable comme boîte. Vous n'avez pas de problème de fiabilité comme certaines autres boîtes peut-être allemandes sans les citer. Donc il n'y a pas du tout de rapport, c'est une boîte à convertisseur qui vraiment est très agréable honnêtement. C'est alors là j'accélère. Donc oui, je vous disais, on les sent pas vraiment au volant, les 190 chevaux, les relances sont plutôt bonnes. On a un 0 à 100 effectué en 9,1 secondes et on a des bonnes performances sur le 80 à 120 km/h, c'est plutôt assez correct. Mais clairement on les a pas. Alors moi ce que j'aime bien c'est ce petit schéma qui permettra d'éviter d'expliquer
pendant de longues heures à quoi correspond ce genre d'hybridation, parce que là on est sur un FHEV, on n'est pas sur un PHEV, on n'est pas sur un MHEV, pardon, même moi je m'embrouille. Là on est sur un FHEV, c'est-à-dire une hybride un petit peu classique, ce qu'on aurait pu connaître il y a 25 ans avec la Toyota Prius. On l'a encore aujourd'hui, on va dire que c'est un peu plus modernisé. Allez, c'est parti en électrique. Alors, vous le savez, la petite jauge qui vous permet de savoir à peu près quand vous basculez entre l'électrique, l'hybride et le thermique. Là, je suis en hybride, ça y est. Et là, écoutez. Voilà, les relances sont plutôt satisfaisantes. Donc voilà, vous conjuguez le meilleur des deux mondes entre l'électrique et le thermique. Alors, on cherchait un concurrent, il est là, tout trouvé, sous mes yeux. C'est le Toyota RAV4 hybride. Alors, il partage à peu près la même boîte, c'est la version hybride. Il est un peu plus cher et un peu plus puissant que ce Ford Kuga. Alors les amis, autant vous dire, le comportement routier de ce Ford Kuga, vous n'allez pas être étonné si je vous dis que c'est un comportement d'un SUV familial où il sera agréable de rouler à bord, même pendant 1000 km, parce que Ford nous annonce un potentiel d'autonomie de 1000 km. Alors je veux bien les croire, je vais essayer de le faire. C'est pas chose facile, mais tout ça dans des conditions tranquilles, en ayant le pied léger sur l'accélérateur. D'ailleurs, si vous avez le pied lourd sur l'accélérateur, le Ford Kuga vous le fera comprendre que c'est pas forcément son environnement. Même s'il y a 190 chevaux, il faut quand même pousser les 1660 kg de poids sur la balance. En plus de ça, vous avez la boîte ICVT qui, dans les hauts régimes, va pas forcément être flatteuse à entendre. Malgré le fait quand même qu'on est sur un 4 cylindres, un 2,5 litres atmosphérique, ça c'est plutôt la bonne chose. Mais je vous le disais, c'est plutôt une invitation au voyage, à emmener la petite famille tranquillement en vacances. On aura en termes de comportement routier un esprit un peu pâteau avec une prise de roulis. 130 km/h sur autoroute bien sûr. Petit point conso les amis, 7,7 litres au 100, calé à 130 km/h sur un trajet d'environ 40-45 km, ça veut dire que je peux à peine faire 700 km d'autonomie avec un réservoir de 54 litres, je vous le rappelle les amis. 700 km voire moins sur autoroute si vous faites que de l'autoroute, mais j'ai envie de vous dire, si vous faites que de l'autoroute, honnêtement un hybride ne sert strictement à rien, mais vraiment à rien. Prenez limite un diesel. En revanche, si vous faites parcours mix entre autoroute et ville et route ou départementale, nationale, là ça peut le faire, clairement ça peut le faire. Alors, autre petit inconvénient, pendant qu'on y est, là je suis en zone de freinage, donc je récupère de l'énergie et en fait je dois tout le temps en permanence doser mon freinage parce que ça change tout le temps. C'est une pédale un peu spongieuse sur le ressenti. Donc là je freine, donc je recharge les batteries, donc c'est que ça, dès que je freine, dès que je décélère, je recharge les batteries pour avoir de l'énergie suffisante pour redémarrer. Là, score 97% d'énergie récupérée, très bon score. Regardez. Petit aparté, petite parenthèse, je vois éclairage d'ambiance génial, je me dis génial, je vais pouvoir configurer, vous le savez, de nuit, différentes couleurs. Pas du tout, c'est juste l'éclairage blanc de nuit basique. Bon, dommage, je ne vous ferai pas les amis une vidéo de nuit puisqu'il n'y a rien à vous montrer sur ce genre de voiture de nuit. Voilà, je préfère vous prévenir. En réalité, en vrai, Ford pourrait quand même proposer ce genre de technologie un peu moins cher quand même. Voilà, c'était mon petit coup de gueule quand même parce que, en vrai, on sait que c'est commercial, on sait que c'est du marketing, on sait que derrière cette petite différence de 1400 €, on va orienter les ventes plutôt sur du PHEV. Et que tous ceux qui voudront du diesel, on va leur dire, écoutez, vous avez le FHEV qui remplace et qui a effectivement les mêmes consommations quasiment qu'un diesel à partir du moment où vous faites beaucoup de villes. Bon, est-ce que ça remplacera vraiment le diesel? Je ne sais pas, parce qu'on sait très bien que la plupart des gens qui utilisent le diesel font beaucoup de routes avec, plusieurs, on va dire 30 000 ou 40 000, 50 000, 60 000 km, et que la plupart de ces gens-là conduisent sur autoroute. Or, l'hybride, on sait que c'est pas du tout efficace sur autoroute. Donc voilà, plusieurs questions auxquelles j'ai pas forcément les réponses, mais voilà, c'était dommage de proposer une version FHEV avec très peu de différence avec le PHEV. C'était ça voilà, le sens de cette réflexion, c'est qu'ils auraient quand même pu, Ford ou d'autres constructeurs, diminuer un peu les prix.
sur cette version d'hybridation assez simple finalement qui perdure déjà depuis des dizaines d'années. Voilà, c'était mon petit coup de gueule, je ferme la parenthèse. Alors pendant que j'admire ces jolies éoliennes, alors j'ai toujours un petit faible avec l'éolienne et je trouve qu'il y a un lien avec cette hybride, ça c'est sûr, puisque forcément il y a une part d'électricité qui est fournie alors directement cette fois-ci par le moteur, il n'y a pas d'électricité externe, c'est pas un plugin comme le PHEV ou les autres, rien à voir. Petit point sur la technologie à bord déjà. Honnêtement, je suis calé à 130 km/h et je peux vous dire déjà que l'insonorisation est quand même bien travaillée. On n'a pas de bruit d'air sur les rétros ou quoi que ce soit. On est, voilà, on est bien à bord, installé confortablement. Les amis, petit point consommation, 4,2 litres au 100. Non, vous ne rêvez pas, vous n'êtes pas à l'intérieur d'un diesel, mais simplement d'une hybride essence de 190 chevaux, en théorie bien sûr. Alors, 4,2 litres, je vais faire un peu de calcul avec vous. On a un réservoir de 54 litres, d'accord, essence. Et si j'atteins cette consommation à 4,2 litres, ça voudrait dire que je pourrais potentiellement, en théorie, dépasser facilement les 1000 km d'autonomie. On serait à 1255 km d'autonomie. Pour une essence, j'ai jamais vu ça. À voir ce que ça donne en pratique. On va plutôt tabler sur 1000 km, on va dire, d'autonomie, hein, avec un plein complet et avec cette batterie qui fait des miracles, hein, clairement. Regardez, j'ai fait à peu près 32 km. Sur ces 32 km, j'ai à peu près fait 14 km en électrique. Malgré le fait que la petite batterie de 1,1 kW soit, on va dire, petite, en vrai, elle fait son job parce qu'elle est toujours sollicitée en zone urbaine, à un feu rouge, à un rond-point, sur les reprises et les zones de freinage. Du coup, en fait, en permanence, elle se décharge et se recharge rapidement. Et ça, c'est sa force. Et donc, ce qui me permet de rouler finalement avec, malgré le fait qu'elle soit toute petite, cette batterie, je peux rouler quand même 14 km en électrique. Donc fini les galères avec les plugins hybrides où il faut trouver une charge à droite, à gauche, vous n'avez pas de câble dans le coffre. Terminé, terminé, terminé. Là vous vous occupez de rien, ce Kuga s'occupe de tout. Les modes de transfert d'électrique, moteur thermique, ça c'est pas votre problème, c'est lui qui gère. Alors petite précision, hein, je me suis mis quand même en mode, hop, vous le voyez, éco. Ça, c'est la clé de la réussite pour atteindre ce niveau de consommation. Avoir aussi le pied léger sur l'accélérateur, mais vraiment très, très, très léger. Respecter correctement les limitations de vitesse, mais pour les atteindre, il faut vraiment y aller mollo, mollo, mollo. Voilà, voilà la recette magique, hein, pour atteindre cette consommation très, très, très basse. Alors ça y est, on va faire le petit plein, on va voir un petit peu l'autonomie totale. On va faire le plein ici. Allez, on se donne rendez-vous dans quelques secondes. Les consommations, alors bon, autonomie plutôt affichée à 693 km. Ça, c'est quand vous avez entre guillemets une utilisation sur route et route rapide. Ça sera à peu près 700 km d'autonomie avec une conso moyenne. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors attendez, ordinateur de bord, à peu près 6,3 litres au 116. C'est vraiment si vous conduisez vraiment normalement et que vous ne faites pas vraiment attention on va dire au principe même de l'éco-conduite. En revanche, si vous faites très attention, on pourra facilement descendre autour des 4 litres, 4 litres 5 litres et surtout dépasser une autonomie proche des 1000 voire 1100 voire 1200 km. Ça c'est possible, mais à condition de rouler quasiment la plupart du temps en ville avec une manière très légère de réaccélérer et surtout de profiter de la batterie qui va permettre de rouler plutôt en électrique. Voilà les petits secrets pour atteindre cette fameuse autonomie et dépasser forcément facilement aussi les 1000 km d'autonomie. Voilà les amis. Voilà les amis, l'essai de ce Ford Kuga FHEV et pas PHEV se termine. Forcément, Ford va commencer à enlever le diesel de sa gamme et va commencer à le remplacer par ce type de motorisation. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce et surtout à débattre en commentaire, à me dire un petit peu ce que vous pensez de ce Ford Kuga FHEV. Et moi je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures sur la chaîne Vlog Terre Passion. Je vous dis à très vite. Ciao ciao les amis.